Un propriétaire impitoyable, rongé par le mépris et la haine, refuse de louer sa maison à une famille qu'il juge indésirable. Aveuglé par son propre orgueil, il ignore que la vie prépare une revanche brûlante. Dans une petite ville où les jardins fleurissaient à l'unisson et où chaque clôture blanche semblait raconter une histoire de tranquillité, vivait un homme que tout le monde connaissait pour sa politesse apparente, Marcel Dufresne. À 52 ans, il incarnait en apparence la réussite d'un homme travailleur. Il marchait toujours droit, la chemise soigneusement rentrée dans son pantalon beige, un parfum boisé flottant derrière lui. Mais sous ce vernis de respectabilité, se cachait une âme rongée par la haine et le mépris. Son sourire, bien qu'irréprochable, dissimulait la noirceur de ses pensées. Dans les cafés du coin, on disait qu'il choisissait ses locataires comme on sélectionne des objets de valeur, selon leur apparence, leur nom ou leur couleur de peau. Marcel possédait 3 maisons en location. La plus récente, un petit pavillon fraîchement repeint, était son joyau. Il avait dépensé des mois à superviser les travaux, à choisir les moindres détails. Des volets bleu pastel jusqu'aux poignées en laiton poli. Il voulait des locataires propres, discrets, de son monde, comme il aimait le dire. En réalité, cela signifiait simplement pas de familles immigrées, pas de gens pauvres, pas de visage qui dérange ses habitudes. Il se plaisait à répéter que la décence était une vertu, mais pour lui, la décence avait la couleur de la peau. Ce matin-là, le ciel était clair et le parfum des lilas flottait dans la rue. Marcel attendait une famille qui avait fait une demande pour visiter le pavillon. Il avait reçu leur dossier par l'agence. Amina et Karim, mariés depuis 10 ans, avec 2 enfants de 8 et 11 ans. Leurs revenus étaient pas stables, leur profil parfait. Mais leur nom, leurs photos, leur origine suffisaient à éveiller en lui un dégoût silencieux. Pourtant, par souci d'apparence, il accepta la visite, convaincu qu'il trouverait un prétexte pour refuser. Lorsque la voiture de la famille se gara devant la maison, le cœur de Marcel se serra d'irritation. Amina sortit la première, vêtue d'une robe simple, le regard doux mais déterminé. Karim, grand, les épaules larges, portait un air courtois, presque humble. Leurs enfants, 2 petites âmes pleines d'énergie, observaient la maison avec émerveillement. L'un murmura « Maman, c'est beau ici ». Ces mots auraient dû attendrir n'importe quel cœur. Mais Marcel n'en fut que plus agacé. Pour lui, ces rires d'enfants sonnaient comme une intrusion dans son territoire. Il fit visiter la maison d'un pas pressé, sans chaleur. Chaque fois qu'Amina posait une question sur l'isolation, la sécurité, la taille du jardin, il répondait avec froideur, sans lever les yeux. Karim, pourtant, ne se laissait pas démonter. Il parlait avec respect, essayant de montrer qu'ils seraient des locataires exemplaires. Mais Marcel ne l'écoutait pas. Dans son esprit, la décision était déjà prise. Ils n'étaient pas les bons candidats. Son regard glissa vers les enfants, puis il déclara, sans ciller, « Je suis désolé, mais la maison vient d'être louée ce matin. » Un silence lourd s'installa. Amina resta immobile, le souffle coupé. Elle comprit immédiatement. Elle échangea un regard avec son mari, un regard plein de douleur contenue. Karim serra les dents, tenta un dernier mot. « Monsieur, l'agence nous a dit qu'elle était encore libre. » Mais Marcel haussa les épaules. « Erreur administrative », répondit-il sèchement. Puis il leur tourna le dos. La porte se referma lentement, étouffant les derniers sons de leurs pas. De l'autre côté, Amina monta dans la voiture en silence. Son fils, du haut de ses 8 ans, demanda innocemment « Pourquoi il ne veut pas qu'on habite là, maman ?» Elle sourit, le regard embué, et répondit « Parce qu'il ne sait pas encore ce qu'est le cœur. » Mais dans ce sourire, il y avait une promesse, celle de ne jamais se laisser abattre par la haine d'un autre. Marcel, lui, s'assit dans son fauteuil, satisfait d'avoir gardé sa maison propre. Il alluma sa pipe et observa par la fenêtre le véhicule s'éloigner. Il murmura « Pas chez moi, jamais ». Il ignorait encore que ces mots deviendraient sa malédiction. Une sentence qui, un jour, reviendrait se graver dans le feu et la cendre. Les semaines qui suivirent furent étrangement calmes. Le pavillon resta vide, malgré les nombreuses annonces publiées. Plusieurs familles vinrent visiter, mais aucune ne donna suite. Marcel commençait à s'impatienter. Il blâmait l'agence, prétendait que le marché était lent, mais au fond de lui, il sentait que quelque chose échappait à sa logique. La maison, jadis lumineuse et pleine de promesses, semblait désormais éteinte. Les rideaux blancs, que le vent faisait parfois danser, prenaient une teinte grise. Même les fleurs du jardin semblaient faner plus vite que d'habitude. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les toits,
Marcel sortit pour arroser ses rosiers. Le vent se leva soudainement, un souffle étrange, presque vivant. Les feuilles se mirent à tourner autour de lui, formant une spirale éphémère. Il crut entendre, dans le bruissement du vent, un murmure lointain, une voix d'enfant, rieuse mais lointaine, comme un écho du passé. Il secoua la tête, se traitant d'idiot. Pourtant, son chien, Lascaux, grognait vers la maison, les poils hérissés. C'était la première fois qu'il le voyait ainsi. Cette nuit-là, il ne parvint pas à dormir. Chaque craquement de la maison le faisait sursauter. À plusieurs reprises, il se leva pour vérifier que les fenêtres étaient bien fermées. À 3 heures du matin, un bruit sec retentit dans la cuisine. Un cadre était tombé. Lorsqu'il le ramassa, il remarqua qu'il s'agissait de la photo de sa première maison louée, celle où un incendie avait déjà failli éclater des années auparavant. Une sueur froide coula sur sa nuque. Il remit la photo en place et tenta de se rendormir, mais son esprit refusait de se taire. Le lendemain matin, il trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Aucun timbre, aucune adresse, juste son nom écrit à la main, d'une écriture fine et ferme. Il ouvrit la lettre avec méfiance. À l'intérieur, une seule phrase, « Le mal que tu fais finit toujours par revenir. » Marcel sentit son cœur battre plus fort. Il regarda autour de lui, comme si quelqu'un l'observait. Puis, il éclata d'un rire nerveux et déchira le papier en 1000 morceaux. Il jeta les fragments dans la cheminée, les regardant brûler. Les flammes dansaient, vives, presque moqueuses. L'odeur du papier brûlé se répandit dans la pièce, âcre, tenace, comme un avertissement. Le soir même, il entendit à nouveau le vent souffler. Mais cette fois, il lui sembla différent, chargé de chuchotements. Dans le silence de la nuit, entre 2 rafales, il crut entendre un mot, « justice ». Il se leva brusquement, chercha une source rationnelle, mais ne trouva rien. Son reflet dans la vitre semblait le fixer, accusateur. Marcel détourna les yeux, tentant de fuir son propre regard. Les jours suivants, la maison lui parut hostile. Le parquet craquait davantage, l'air y était plus lourd. Le téléphone sonnait parfois, mais lorsqu'il décrochait, il n'y avait qu'un souffle au bout du fil. Le sommeil le fuyait, remplacé par une peur qu'il refusait d'admettre. Le vent, toujours, revenait, comme s'il lui rappelait sans cesse la promesse qu'il avait faite à la haine, celle de ne jamais ouvrir sa porte à l'amour. Les nuits suivantes s'étirèrent comme des ombres interminables. Marcel Dufresne, qui autrefois dormait d'un sommeil de plomb, se surprenait désormais à sursauter au moindre bruit. Sa maison, jadis un havre de calme et d'orgueil, semblait animée d'une vie propre. Chaque craquement du bois, chaque soupir du vent prenait un ton menaçant. Même Lascaux, son fidèle chien, refusait d'entrer dans certaines pièces. Il restait souvent à la porte du couloir, grognant vers le fond de la maison, les yeux fixés sur un point invisible. Marcel, exaspéré, l'avait grondé plus d'une fois, mais au fond, il sentait la même peur viscérale que son animal. Une nuit, alors que la lune jetait sa lumière blafarde à travers les rideaux, un bruit sourd retentit dans le grenier. Marcel, encore éveillé, prit une lampe torche et monta lentement les marches grinçantes. Chaque pas résonnait dans le silence comme un avertissement. En haut, la poussière flottait dans l'air, dense, étouffante. Rien ne bougeait. Pourtant, il sentit un courant d'air froid lui effleurer la nuque, comme une respiration. Il fit quelques pas, la lampe tremblant dans sa main, et son faisceau s'arrêta sur quelque chose d'inattendu. Une bougie, allumée, posée sur une vieille caisse. Il resta figé. Il vivait seul. Personne n'était censé être là. Le cœur battant à tout rompre, il s'approcha et d'un geste brusque souffla la flamme. Une odeur de cire brûlée envahit la pièce. Il descendit précipitamment, jurant entre ses dents. Il tenta de se convaincre qu'il avait lui-même laissé cette bougie là-haut, mais il savait que non. Il était maniaque, méthodique. Il ne laissait jamais rien au hasard. Le reste de la nuit, il resta assis dans son salon, la lampe à la main, observant les ombres danser contre les murs. Les jours suivants, la tension devint presque insupportable. Marcel perdit l'appétit. Il sauta plusieurs repas, oubliant même de promener Lascaux. Son reflet dans le miroir lui faisait peur. Des cernes creusées, le teint pâle, les yeux injectés de sang. Il se surprenait à murmurer seul, à répondre à des voix qu'il croyait entendre. Dans le village, les voisins commencèrent à parler. Certains disaient qu'il devenait fou, d'autres qu'il payait le prix d'un péché ancien. Lui n'écoutait plus. Il se réfugiait dans sa maison, refermant ses volets dès la tombée du jour, comme pour se barricader contre un ennemi invisible. Un soir, alors qu'il tentait de s'endormir, un bruit de pas retentit dans le couloir. Lascaux se mit à aboyer furieusement. Marcel bondit hors du lit,
prit un tisonnier et ouvrit la porte. Le couloir était vide, mais l'air y était glacial, presque irrespirable. Puis, soudain, un chuchotement s'éleva, doux, lointain, presque affectueux. « Tu récolteras ce que tu as semé !» Marcel laissa tomber le tisonnier. Sa respiration se bloqua. Le couloir s'assombrit davantage, comme si la lumière fuyait la maison. Il claqua la porte, tremblant, et se recroquevilla dans un coin de sa chambre jusqu'à l'aube. Le lendemain matin, il tenta d'oublier. Il sortit, se rendit au marché, força un sourire à la boulangère, mais son esprit restait ailleurs. Les gens qu'il croisait semblaient le dévisager. Dans son imagination fiévreuse, il croyait entendre leur murmure « C'est lui, celui qui refuse de louer aux braves gens ». Chaque regard devenait accusation, chaque sourire devenait jugement. Le monde extérieur lui paraissait hostile, tout comme sa propre maison. Il n'y avait plus d'endroit où fuir. Cette nuit-là, épuisé, il s'endormit enfin. Mais son sommeil fut peuplé de cauchemars. Il rêva de flammes, d'une maison en feu, d'un rire d'enfant au milieu de la fumée. Il se vit courir, hurler, mais les murs se refermèrent sur lui. Lorsqu'il se réveilla en sursaut, il transpirait à grosses gouttes. Et dans le silence étouffant de sa chambre, il jura avoir senti une odeur de brûlé, ténue mais bien réelle. C'était le début de quelque chose, un présage que même l'ombre ne pouvait effacer. Les jours s'étirèrent dans une lente agonie mentale. Marcel tentait de retrouver un semblant de normalité, mais plus rien ne fonctionnait comme avant. Il oubliait des rendez-vous, perdait des papiers, répondait sèchement aux voisins. Le monde semblait se refermer sur lui. Une obsession grandissait en lui, comprendre pourquoi cette maison, son bijou, semblait maudite depuis le refus de cette famille. Il se surprit même à regretter, brièvement, d'avoir agi avec autant de mépris. Mais aussitôt, son orgueil reprenait le dessus, et il se convainquait qu'il avait eu raison. « Je n'ai fait que protéger mon bien », se répétait-il, comme une prière tordue. Un matin, alors qu'il feuilletait distraitement le journal, un titre attira son attention. « Une famille triomphe malgré la discrimination ». Son regard s'arrêta sur la photo. Amina, Karim et leurs enfants, sourire radieux, clé à la main, devant une belle maison flambant neuve. Ils avaient réussi. Son sang se glaça. Un mélange de jalousie, de colère et d'injustice monta en lui. Comment ces gens pouvaient-ils être heureux alors que lui, propriétaire respectable, sombrait dans le trouble et la solitude? Il serra le papier entre ses mains, le froissant violemment avant de le jeter au sol. L'image d'Amina le hantait. Son regard calme, presque lumineux, contrastait avec le vide qui grandissait dans le sien. Ce soir-là, il but plus que de raison. Le vin devint son seul confident. Il parlait seul, marmonnant des insultes contre le monde, contre ses étrangers, contre la malchance. La bouteille vide roula sous la table, tandis qu'il fixait le feu dans la cheminée. Les flammes dansaient, comme si elles l'écoutaient. Dehors, le vent se leva de nouveau. Les branches frappaient contre les vitres. Dans le vacarme, il crut entendre un rire d'enfant, clair, moqueur, porté par le vent. Il se leva brusquement, ouvrit la fenêtre et cria dans la nuit « Vous ne m'aurez pas! Vous n'aurez pas ma maison !» Sa voix résonna, se perdit dans le vide, mais un écho étrange lui répondit. Une lueur vacilla sur le toit, minuscule, comme une étincelle fugitive. Il plissa les yeux, mais déjà, elle avait disparu. Les jours suivants, le mal s'intensifia. Les objets tombaient sans raison, les ampoules grésillaient, et le chien refusa un jour d'entrer dans la maison, préférant rester dehors. Tremblant, Marcel sentit la panique s'insinuer dans son esprit. La nuit, il rêvait du pavillon vide, consumé par les flammes, et d'une silhouette au loin, celle d'un enfant qui le regardait sans parler. Chaque matin, il se réveillait plus fatigué, plus brisé, plus hanté. Il se mit à redouter la nuit. Chaque coucher du soleil devenait une épreuve. Il fermait toutes les portes, vérifiait les fenêtres, verrouillait la cave. Pourtant, il savait qu'il ne pouvait plus échapper à ce qui s'approchait. Une présence invisible, une justice silencieuse se tenait là, dans l'air même qu'il respirait. Et chaque fois qu'il fermait les yeux, il entendait à nouveau ce murmure, doux, patient, inévitable. Le feu purifie. Cette nuit-là, le vent soufflait d'une manière qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Il hurlait autour de la maison comme une bête enragée cherchant à entrer. Les arbres ployaient sous la rafale et les volets claquaient contre les murs. Dans sa chambre, Marcel Dufresne sursauta au bruit d'un impact sourd venu du grenier. Il s'assit sur son lit, le souffle court, les draps trempés de sueur. Lascaux, son chien, gémissait au pied du lit, le regard fixé sur la porte. Marcel, les mains tremblantes, murmura « Ce n'est rien du tout !» Mais au fond,
Il savait, quelque chose approchait, quelque chose qu'il avait lui-même appelé par son mépris et sa haine. Il se leva, prit une lampe torche et monta l'escalier. Chaque marche grinçait comme un cri étouffé. Lorsqu'il ouvrit la trappe du grenier, un souffle chaud s'en échappa. Une bouffée d'air lourd, presque brûlant, emplit ses narines. Il leva la lampe et aperçut, dans un coin, la même bougie qu'il avait éteinte plusieurs nuits auparavant. À présent rallumée, sa flamme vive vacillant dans l'obscurité. Il sentit son cœur se serrer. Il s'en approcha lentement, et alors qu'il tendait la main pour la souffler, un bruit sec éclata derrière lui. Un cadre tomba du mur et se brisa en 1000 morceaux. Il se retourna, sursauta, puis glissa sur une planche instable. En tombant, sa lampe heurta le sol, répandant l'huile enflammée sur le parquet. Les flammes jaillirent aussitôt, fines, agiles, presque vivantes. Marcel se redressa dans un cri, essayant de les étouffer avec sa veste, mais le feu se propageait déjà. La chaleur devint étouffante. Il descendit précipitamment l'escalier, mais à mi-chemin, la rampe prit feu. En bas, la nappe de la table brûlait. Les rideaux s'embrasaient. Le vent, qui entrait par les fenêtres brisées, attisait les flammes, leur donnant l'allure d'une tempête rouge. Chaque souffle du vent semblait rire. Chaque crépitement semblait parler. Il entendait des voix d'enfants, de femmes, de rires qu'il avait jadis méprisés. « Non! Non !» hurla-t-il, courant vers la porte d'entrée. Mais la poignée brûlante lui fit lâcher prise. Il tenta la fenêtre de la cuisine, bloquée. Le feu s'infiltrait partout, grimpant au mur, serpentant le long du plafond. Lascaux aboyait furieusement, courant d'une pièce à l'autre, désorienté. Marcel, les larmes aux yeux, tenta de l'attraper. Mais un morceau du plafond s'effondra entre eux. Dans un cri de terreur, il recula, couvert de poussière et de cendres. Lascaux disparut dans la fumée et le cœur de Marcel se brisa. Pour la première fois, il ressentit autre chose que la haine, la perte. Le feu gagnait en intensité, avalant les souvenirs, les photos, les meubles, tout ce qu'il avait cru posséder. Il tituba dans le salon, suffocant. Ses yeux pleuraient à cause de la fumée, mais il continua à avancer, titubant comme un naufragé dans une mer de flammes. Dans son délire, il crut voir, à travers la fumée, une silhouette, celle d'Amina. Elle se tenait droite, paisible, tenant la main de ses enfants. Ils ne disaient rien, mais leurs regards parlaient pour eux. Ils le regardèrent brûler, non avec haine, mais avec justice. Cette vision le fit tomber à genoux. « Pardonnez-moi, je ne voulais pas !» balbutia-t-il, la voix brisée, mais la fumée envahit ses poumons, et ses mots se perdirent dans le vacarme des flammes. Il rampa vers la porte, sentant sa peau brûler au contact du bois incandescent. Le feu le poursuivait, implacable. Il tenta de se relever, mais son corps céda. Dans un dernier sursaut de lucidité, il leva les yeux vers le plafond, où les flammes formaient un motif étrange, un cercle, comme une auréole inversée, une marque du jugement. Dehors, les voisins, alertés par la lumière et les cris, s'étaient rassemblés. Ils virent la maison s'embraser de l'intérieur, les fenêtres exploser une à une. Certains appelèrent les pompiers, d'autres restèrent figés, incapables de détourner le regard. Dans les hurlements du feu, il leur sembla entendre des voix, des rires, et un nom prononcé avec clarté, Marcel. Le vent transportait ce nom comme un écho funeste, le répétant encore et encore jusqu'à ce que la maison s'effondre sur elle-même. Lorsque les flammes s'apaisèrent enfin, il ne restait que des ruines fumantes. Les pompiers fouillèrent les décombres au petit matin. Ils retrouvèrent le corps calciné de Marcel Dufresne, recroquevillé près de la porte, comme s'il avait essayé de fuir jusqu'à la dernière seconde. Le chien, lui, n'était nulle part. Certains dirent qu'il avait réussi à s'échapper, d'autres qu'il avait disparu avec les flammes. Mais ce qui frappa tout le monde, ce fut le silence après la tempête. Un silence si profond qu'on aurait cru que le vent lui-même se taisait par respect pour la justice accomplie. Et dans les jours qui suivirent, les habitants du quartier jurèrent sentir une odeur de cendres et de cire brûlée chaque fois que le vent soufflait depuis les ruines. Certains disaient que la nuit, on voyait encore une lumière vaciller entre les pierres, comme une bougie qu'on ne pouvait pas éteindre, une flamme éternelle, gardienne du châtiment d'un homme qui avait oublié que la haine finit toujours par se consumer dans son propre feu. Le lendemain de l'incendie, la ville entière était en émoi. Les habitants se rassemblaient devant les ruines encore fumantes de la maison Dufresne. Le sol était noirci, les murs effondrés, et une odeur âcre de cendres persistait dans l'air. Les pompiers avaient quitté les lieux depuis l'aube. Mais un silence pesant planait toujours. Personne n'osait parler trop fort, comme si le feu pouvait encore entendre. Les passants se signaient en murmurant des prières,
tandis que les plus superstitieux prétendaient en voir, dans la fumée, des formes étranges, des visages, peut-être des âmes. La demeure du propriétaire si fier n'était plus qu'un tas de débris et de regrets consumés. Parmi la foule, un vieil homme observait en silence. C'était René, un ancien ouvrier qui avait autrefois loué un logement à Marcel. Il connaissait sa dureté, son cœur fermé. En voyant les flammes réduire à néant ce qui avait été la fierté de Dufresne, il murmura simplement « La vie rend toujours ce qu'on lui donne ». Personne ne lui répondit, mais plusieurs acquiescèrent lentement. Dans leurs regards se lisait à la fois la stupeur et la compréhension. Ce n'était pas un simple accident. Quelque chose de plus grand, de plus ancien, s'était joué cette nuit-là. Une justice que ni la loi, ni les hommes n'auraient pu prononcer. Les jours passèrent, et la maison devint un lieu que l'on évitait. Les enfants du quartier, d'ordinaire curieux, n'osaient plus s'en approcher. On disait qu'à la tombée du soir, on pouvait entendre des pas dans les gravats, ou voir une flamme vacillante errer parmi les ruines. Une bougie, toujours la même, brûlait parfois seule au milieu des pierres, puis disparaissait avant que quiconque n'approche. Les anciens disaient que c'était l'âme de Marcel, condamnée à errer entre le feu et la cendre, prisonnière de son propre orgueil. La maison, jadis symbole de fierté, était devenue une légende murmurée à voix basse. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, la famille d'Amina vivait des jours paisibles dans leur nouvelle demeure. Leurs enfants jouaient dans le jardin, insouciants, pendant que Karim repeignait la clôture blanche. Amina, elle, observait le ciel, souvent comme si elle ressentait quelque chose. Une nuit, alors que le vent soufflait doucement, elle se leva, alla jusqu'à la fenêtre et vit, très loin, une lueur dans les collines, une lueur rougeâtre, vacillante, semblable à une flamme. Elle ferma les yeux et murmura « Que Dieu lui pardonne ». Puis elle éteignit la lumière et retourna se coucher, paisible, le cœur léger. Les années passèrent, et la nature reprit peu à peu possession du terrain où se dressait la maison de Marcel Dufresne. Des herbes sauvages poussèrent entre les pierres, des oiseaux nichèrent dans les fissures du mur. Au printemps, des fleurs inattendues, d'un rouge éclatant, se mirent à pousser là où le feu avait frappé le plus fort. Certains y voyaient un signe. La vie renaissait des cendres de la haine. D'autres disaient que c'était l'ultime ironie du destin. Le feu, en détruisant, avait offert une nouvelle forme de beauté. Mais tous, sans exception, savaient une chose, plus jamais on ne reverrait un homme comme Marcel dans cette ville. Et parfois, les nuits de vent, les habitants croient encore entendre un murmure venant des ruines. Un murmure grave, presque résigné, je comprends maintenant, puis plus rien. Le vent se tait, les feuilles s'immobilisent, et le silence retombe comme une prière. Le feu a tout pris, mais il a aussi rendu justice. Là où régnait autrefois la haine et la peur, il ne reste que la paix et le souvenir d'un homme qui apprit trop tard que l'amour et la tolérance sont les seules richesses que le feu ne peut consumer. Et si la vie avait sa propre manière de punir ceux qui sèment la haine? Si tu crois que la justice du destin finit toujours par frapper, abonne-toi pour d'autres histoires où le mal trouve, tôt ou tard, son feu de vérité.